Melissa Lucio est une femme vivant dans le couloir de la mort depuis 2007. Elle a été placée là car la justice a déterminé qu'elle s'en était pris à sa fille de seulement 2 ans. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Melissa Lucio, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une histoire de maltraitance infantile, mais vous allez voir c'est très controversé. Donc voilà, accrochez-vous et vous allez voir que cette vidéo va être très intéressante. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous! Melissa Lucio est née à Lubbock, au Texas, le 18 juin 1969. Elle vient d'une famille hispanique, mais elle n'avait plus que sa mère et ses frères et sœurs, car son père était parti lorsqu'elle avait 2-3 ans. Quand Melissa a eu 3 ou 4 ans, sa famille a déménagé dans la vallée de Rio Grande, toujours au Texas. Melissa n'a pas eu une enfance facile car elle aurait subi des abus sexuels et physiques dès l'âge de 6 ans et sur plusieurs années. Elle a d'ailleurs vite quitté le domicile familial et elle s'est mariée à seulement 16 ans avec un homme qui s'appelle Guadalupe Lucio. Malheureusement, même dans son mariage, Melissa n'était pas heureuse parce que son mari, Guadalupe, il souffrait de dépendance affective. Rapidement, Melissa s'est sentie piégée dans sa relation. Son mari avait tout le temps besoin d'elle, et puis ça devenait quand même assez malsain. Et elle aussi, a commencé à avoir une sorte de dépendance affective envers son mari. Au final, le couple aura ensemble 5 enfants, mais malheureusement, après quelques années, Guadalupe s'en ira et laissera Melissa seule avec ses 5 enfants. Peu de temps après, Melissa va rencontrer un homme du nom de Robert Alvarez et ensemble, ils vont avoir 9 enfants. Au final, le couple se retrouvait alors avec 14 enfants à charge, ce qui est juste énorme. Malheureusement, là encore, Melissa n'était pas heureuse. Robert s'est avéré être un homme assez violent, il l'abusait sexuellement et il avait plusieurs fois menacé de tuer Melissa. Pendant tout ce temps-là où Melissa vivait avec Robert, ils ont reçu plusieurs accusations de négligence envers leurs enfants. Ici, c'était pas des cas de maltraitance, mais vraiment de négligence. En fait, certains avaient été choqués de voir que Melissa laissait ses plus grands enfants s'occuper des plus petits. Mais bon, d'un côté, si elle en a 14, c'est compliqué de s'occuper de tout le monde. Mais bon, encore une fois, ça se discute. Mais bon, cette accusation n'a pas vraiment eu l'air de bouleverser la famille et la justice n'a pas fait grand-chose non plus. En 2004, Melissa et Robert vont avoir un nouvel enfant, une petite fille appelée Maria Alvarez. Le gros problème est qu'au moment de la naissance de Maria, Melissa était accro à la cocaïne. Évidemment, les médecins vont s'en rendre compte et c'est là qu'ils vont retirer la garde des 14 enfants au couple. 3 des enfants vont être envoyés chez leur père, qui était donc Guadalupe, et les autres vont être placés dans une famille d'accueil. Mais tout ça n'a pas duré excessivement longtemps parce que 2 ans plus tard, en 2006, Melissa et Robert ont pu récupérer tous leurs enfants. Le truc, c'est que c'était pas vraiment le moment idéal pour eux pour récupérer leurs enfants parce qu'ils avaient emménagé dans un appartement au 2e étage avec seulement 2 chambres. Donc on était quand même une famille de 2 parents et 14 enfants et il n'y avait que 2 chambres. Mais bon, ça n'a pas vraiment eu l'air de freiner beaucoup de monde. La famille a reçu tous les enfants dans cet appartement et la justice a eu l'air de dire « ok, pas de souci ». Mais bon, il faut aussi savoir que les enfants allaient quand même bien. Quand ils ont été pris dans les familles d'accueil, ils n'avaient pas de gros problèmes. Oui, ils étaient nombreux, oui, c'était des conditions assez précaires, mais les enfants n'étaient pas malades ou pas battus non plus. Ils allaient quand même bien, donc à mon avis, c'est aussi pour ça que la justice a accepté de redonner les enfants au couple. Mais voilà, le problème, c'est que dans cet appartement, Maria, donc la dernière fille du couple, va être blessée à plusieurs reprises. D'ailleurs, le 10 février 2007, Melissa aurait retrouvé sa fille Maria en bas des escaliers de l'immeuble, donc 2 étages plus bas. La pauvre petite fille était en train de pleurer et avait du sang sur ses dents inférieures. Seulement 2 jours plus tard, le 17 février 2007, la police va recevoir un appel du domicile parce que la petite Maria aurait été retrouvée inconsciente sur le lit. Une fois les secours arrivés sur les lieux, Melissa et Robert expliqueront que leur fille était décédée.
Ils diront que la petite s'était endormie sur le lit et elle ne s'était jamais réveillée sans vraiment de raison apparente. La police se saisira alors de l'affaire, ils trouveront l'explication des parents assez louche, ce qui est compréhensible, et ils décideront de faire une autopsie sur le corps de la petite fille pour connaître la réelle raison de la mort. Le médecin légiste notera alors que sur le corps de la petite fille, il y avait de nombreuses ecchymoses, des marques de morsures sur le dos, des touffes de cheveux qui avaient été arrachées et un bras cassé. Quand on demandera des explications à Mélissa à propos de ça, elle racontera tout simplement que la petite était tombée dans les escaliers 2 jours avant son décès. Elle dira donc que cette chute expliquait toutes les blessures retrouvées sur le corps de Maria. Mais voilà, une enquête plus approfondie va avoir lieu. Et c'est là que le médecin légiste se rendra compte que la blessure au bras de la petite Maria était vieille de 2 semaines. Donc, c'était pas une blessure qui avait eu lieu quand elle était tombée dans les escaliers 2 jours plus tôt, mais bien 2 semaines auparavant. Maria avait en plus des blessures à la tête et des ecchymoses aux reins, aux poumons et sur la moelle épinière. Donc avec toutes ces informations, les enquêteurs vont de plus en plus douter des parents de la petite Maria et ils vont se dire que sans doute il y a quelque chose derrière tout ça. Mélissa sera alors de nouveau interrogée, mais cette fois-ci par les Texas Rangers. L'interrogatoire durera plus de 7 heures. Mélissa n'avait eu droit à aucune représentation légale et on ne lui avait offert ni nourriture ni eau. Au début de l'interrogatoire, Mélissa a nié des centaines de fois. Mais au bout d'un moment, elle a décidé d'avouer qu'une fois, elle avait donné une fessée à sa fille. Mais Mélissa dira aussi que c'est la seule chose un peu violente que Maria avait subie, car elle était très bien traitée autant par elle que par son père ou ses frères et sœurs. Mélissa a aussi expliqué aux policiers que Maria était sous sa garde les 3 jours précédant sa mort et qu'elle semblait aller très bien. Mais voilà, au bout de quelques temps d'interrogatoire, après que les Rangers aient joué sur les mécanismes fragiles de Mélissa, elle a fini par avouer que parfois, elle frappait Maria lorsqu'elle se mettait en colère. Mais on la poussera à dire encore plus. Elle dira que parfois, elle pinçait très fort les parties génitales de sa fille et que parfois, elle lui attrapait le bras et le serrait aussi très très fort. Elle dira aussi que parfois, elle mordait Maria dans le dos sans aucune raison apparente. On la poussera même à tout reproduire sur un bébé en plastique. Mais ce n'est pas tout. Mélissa dira que le jour de sa mort, elle avait remarqué que Maria était quand même fort malade, mais elle n'avait pas osé aller chez le docteur ou à l'hôpital parce que comme Maria avait beaucoup de coups sur son corps, elle avait peur qu'on lui retire encore une fois la garde de son enfant. En fait, elle expliquera que Maria ne mangeait plus depuis déjà quelques jours et que sa respiration était devenue très lourde. Elle dira aussi que toute la journée du 17 février, Maria avait dormi et quand elle essayait de lui donner de la nourriture de force, eh bien la petite serrait les dents et voulait vraiment pas manger. D'ailleurs, selon les médecins, c'était parfaitement les symptômes d'un traumatisme crânien contondant. À la fin de l'interrogatoire, le Texas Ranger dira à Maria que c'était une tueuse. À ce moment-là, elle s'effondrera et elle dira: je suppose que je l'ai fait, je suis responsable. Il faut quand même se dire que la méthode des policiers pour faire avouer Mélissa a été très controversée. Ils lui ont mis une pression dingue et ils l'ont vraiment manipulée pendant des heures et des heures. Ensuite, quand Mélissa a dit « je suppose que je l'ai fait », l'entretien s'est directement arrêté. En fait, il sera prouvé que la personne qui avait interrogé Mélissa ce jour-là avait des enjeux politiques importants et avait voulu résoudre rapidement le cas pour donner une bonne impression aux plus grandes autorités et à la population. Mais voilà, après l'interrogatoire, on n'en sait pas forcément plus. On sait que Maria a effectivement eu des violences, on sait qu'elle est tombée dans l'escalier, et on sait que sa maman est potentiellement responsable. Elle a dit qu'elle pensait, qu'elle supposait qu'elle était responsable. Au final, on ne sait quand même pas exactement ce qui s'est passé, tout reste totalement flou. Un des médecins légistes a alors témoigné en disant que l'autopsie de Maria indiquait qu'elle n'était pas morte d'une chute dans les escaliers, mais d'une blessure vraiment sur la tête, comme si quelqu'un l'avait frappée directement à la tête, ce qui lui aurait donné le traumatisme crânien qui aurait entraîné sa mort. Mais ça, on n'a pas pu interroger Maria là-dessus, ça a juste été ce que le médecin légiste a pu voir après. Mais Maria, de toute façon, a été déjà coupable aux yeux de la justice,
donc ça servait plus à rien vraiment de lui demander des comptes. Aussi, les documents judiciaires diront que le médecin qui avait reçu Maria, en tout cas qui avait reçu son corps quand elle était décédée, avait dit qu'il n'avait jamais vu un cas de maltraitance pareil. Mais Melissa de son côté prendra un avocat et continuera de se défendre en disant que les blessures de Maria étaient dues à une chute dans l'escalier. D'ailleurs, un de ses fils ira même voir les policiers et leur dira « mais c'est vrai, j'ai vu Maria tomber dans l'escalier ». Le procès s'ouvrira rapidement en 2008 et il n'y a que très peu d'informations sur ce qui a été dit, mais on sait que Melissa a finalement été condamnée à la peine de mort. Il n'y a pas vraiment eu plus d'informations sur la manière dont est décédée Maria, mais la théorie retenue serait que Melissa aurait donné un gros coup sur la tête de sa fille, ce qui aurait ensuite pu entraîner sa mort. Donc on ne s'est pas vraiment posé la question sur le fait que oui ou non Maria avait bel et bien fait une chute dans l'escalier, mais que ça se soit passé ou non, c'était sûrement pas ça qui avait entraîné la mort. Je dis sûrement pas ça, mais au procès ils ont dit c'est sûr et certain. Pour ce qui est de Robert, le conjoint de Melissa, il n'a pas eu grand-chose. En fait, c'est Melissa qui a été reconnue coupable de tout. Et d'ailleurs, comme elle-même avait dit, Robert n'était au courant de rien, je prends la responsabilité de tout. Eh bien, Robert n'a pas du tout été inculpé. Une chose assez dingue, c'est qu'au moment où Melissa avait reçu sa peine de mort, elle était encore enceinte, cette fois-ci de jumeaux. Elle a accouché en prison, mais évidemment, elle n'a pas pu garder ses bébés et ils seront placés en famille d'accueil. Quelques années se sont ensuite écoulées et en 2011, Melissa a fini par faire appel à sa condamnation. La base de l'appel était que Melissa n'avait pas eu l'occasion de se défendre correctement. En fait, certains témoins de la défense avaient été rejetés. L'appel a souligné 14 points d'erreur dans le procès, mais malgré tout ça, l'appel a été rejeté. Mais voilà, en 2019, 3 juges se sont à nouveau réunis et ils ont voulu discuter et analyser des droits qu'avait eu Melissa lors de son procès. Ils se sont alors rendus compte que plein de choses avaient été mal gérées. Avec ça, les avocats de Melissa espéraient qu'ils pourraient présenter à un juge les témoins qu'ils ont toujours voulu appeler à la barre. Ces témoins avaient pour but de raconter la triste histoire de Melissa, ainsi que le fait qu'elle avait été battue et abusée sur sa vie. Ces témoins n'étaient pas là pour dire « oui, Melissa a maltraité sa fille, mais bon, elle a eu une vie difficile ». Non, ces témoins montraient qu'elle avait eu une vie difficile, qu'elle avait souvent été manipulée et que les Texas Rangers l'avaient manipulée de la même façon pour qu'elle avoue quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. De plus, les avocats de Melissa ont fait une très grosse découverte en 2019. En fait, ils vont se rendre compte que le médecin légiste qui avait analysé le corps de la petite Maria et qui avait dit elle a reçu un coup sur la tête, c'est pas du tout dû à la chute dans l'escalier, c'est sa maman sans doute qui l'a frappé, eh bien ce médecin légiste peut-être qu'il s'est trompé. Parce que les avocats de Melissa vont se rendre compte qu'il s'était trompé dans une autre affaire. En fait, il avait dit qu'un papa avait frappé son fils, or ce n'était pas vrai et le papa avait été condamné à cause de lui. Donc là, on se dit, s'il s'est trompé pour ce cas-là, c'est possible qu'il soit aussi trompé dans le cas de Melissa. Avec ça, évidemment, Melissa a eu l'espoir que son appel soit recevable, mais malheureusement pour elle, ce ne fut pas le cas et elle resta dans le couloir de la mort à attendre sa condamnation. En février 2021, un groupe de juges un peu plus importants vont se réunir pour encore discuter du procès qu'avait eu lieu Melissa pour savoir s'il faut en faire un nouveau et ils ont voté à 10 contre 7 que Melissa ne devait pas avoir de nouveau procès et que sa peine devait rester la même. Quelques mois plus tard, au mois d'août 2021, 16 organisations luttant contre la violence faite aux femmes se sont réunies et ont demandé à ce que des juges revoient leur décision et suppriment la peine de mort pour Melissa. Elles ont expliqué que la façon dont son interrogatoire avait eu lieu était en dehors de tous ses droits. Ils vont aussi dire que si elle a pu avoir un comportement étrange lors de l'interrogatoire, c'est à cause de tous les abus qu'elle avait vécu dans le passé et justement les Rangers avaient stimulé un petit peu ces zones de son cerveau, les zones correspondant à ses traumatismes et donc évidemment elle était totalement désemparée. Ils vont aussi souligner que lors du procès, les juges avaient refusé que Melissa soit analysée par des experts psychiatres et qui viennent témoigner au procès. Donc évidemment, c'est quand même un gros problème parce qu'elle méritait d'avoir cette défense-là. Or, le juge a refusé. Mais malheureusement, encore une fois, malgré ces 16 organisations, l'appel a été refusé. En janvier 2022, les responsables du comté de Camront ont même fixé la date d'exécution de Melissa
pour le 27 avril 2022. D'ailleurs, il faut savoir que Melissa est la première femme hispanique à vivre dans le couloir de la mort. Après la date de son exécution, Melissa a tenté de demander la clémence. Le gouverneur Greg Abbott pouvait alors peut-être accorder la clémence si la majorité du Conseil des grâces et des libérations conditionnelles le soutenait. Et bien en mars 2022, le Conseil, composé de 83 membres, a écrit une lettre pour dire que la condamnation à mort de Melissa pouvait être une erreur judiciaire. Après ça, en avril 2022, un des jurés du procès de Melissa qui avait eu lieu en 2008 va s'exprimer dans un journal et il va dire qu'il regrette la décision qu'il avait prise pour le fait de condamner Melissa à la peine de mort. Il explique qu'à cette époque-là, lui-même avait un doute, comme beaucoup d'autres jurés, mais il s'était comme laissé entraîner, ce qui avait fait que ils avaient décidé qu'elle était entièrement coupable et méritait cette peine de mort. Mais voilà, cet ancien juré va dire que non, Melissa ne méritait pas ça et en plus, il n'avait pas entendu parler de certaines preuves en sa faveur et que si il en avait entendu parler, sans doute que son jugement ainsi que celui de ses collègues aurait été totalement différent. Je vous lis donc un passage de ce qu'il a écrit. Lors du procès, les procureurs ont fait valoir que Melissa avait été physiquement violente envers sa fille Maria, la plus jeune de ses 12 enfants. La majorité de leurs poursuites, cependant, reposait sur les aveux de Melissa, résultat de 5 heures d'interrogatoire. Mais il y avait tellement d'autres détails qui n'étaient pas mentionnés. Ce n'est qu'après la fin du procès que des informations troublantes ont été révélées. Suite à tout ça, le 15 avril 2022, les avocats de Melissa ont demandé à la Cour d'appel pénale du Texas un sursis à son exécution et ont maintenu qu'elle méritait un nouveau procès. Ils ont rappelé que l'État s'est appuyé sur de fausses preuves et a caché des preuves favorables pour la condamner. Dans cette pétition, on pouvait d'ailleurs lire « Si le jury avait entendu des preuves sur la tactique coercitive utilisée lors de l'interrogatoire de Melissa et les preuves médicales montrant que la cause du décès de Maria était compatible avec un accident, ils auraient conclu qu'il n'y avait pas eu de meurtre. Melissa aurait été acquittée. » De plus, la pétition détaillait comment l'enquête et le procès avaient été extrêmement sexistes. La police a ciblé Melissa parce qu'elle ne correspondait pas à leur image de la façon dont une mère en deuil devait se comporter. Elle traitait son partenaire comme une victime innocente, même s'il est également le gardien de Maria et avait des antécédents de violence intrafamiliale. Il est maintenant un homme libre. Nous savons que la corruption était profondément ancrée au bureau du procureur de district. Nous devons à Maria et à ses frères et sœurs de s'assurer qu'un nouveau panel de 12 jurés entende toutes les preuves de l'innocence de leur mère. Finalement, le lundi 25 avril, l'exécution de Melissa a été interrompue par la Cour d'appel pénale du Texas. Ça ne veut donc pas dire que Melissa va échapper à sa peine de mort. Ça veut dire qu'il y a un sursis, un temps en plus pour essayer de savoir si oui ou non elle mérite un nouveau procès. Melissa et ses avocats ont alors fait 9 affirmations qui pourraient faire en sorte qu'un nouveau procès ait lieu. Parmi ces 9 affirmations, 4 ont été retenues par un juge pour être réanalysées. Donc suite à cette analyse, on saura si oui ou non il y aura un procès. La première affirmation était qu'aucun juge ni aucun juré n'aurait condamné Melissa s'il n'avait pas entendu les faux témoignages venant justement des Texas Rangers ou d'autres représentants de l'État. Selon eux, certains agents des forces de l'ordre ont témoigné au tribunal en donnant des informations douteuses qui prouveraient la culpabilité de Melissa. Par exemple, le fait que les Texas Rangers disaient que Melissa agissait bizarrement pendant son interrogatoire, mais qu'ils n'ont pas non plus précisé la manière assez horrible et quasiment illégale de l'interroger. On a aussi le médecin légiste qui s'était précédemment trompé, qui a témoigné contre Melissa, et on n'a jamais reparlé du fait que ce médecin s'était déjà trompé dans son passé. Mais bon, ça c'est que les 2 plus gros cas. En fait, à son procès, beaucoup de gens sont venus témoigner contre elle alors que tout était faux. Melissa n'avait parfois même jamais vu ces gens-là, donc c'était quand même vraiment bizarre et on sentait bien qu'il y avait comme un petit coup monté quand même derrière. La deuxième affirmation était que depuis 2008, il y avait beaucoup de nouvelles preuves scientifiques qui étaient arrivées et que ça méritait donc un nouveau procès rien que pour analyser ces preuves. Donc voilà, ça n'avait jamais été fait et l'affirmation était que si on voyait ces preuves scientifiques, ces nouvelles preuves scientifiques, sans doute que la culpabilité de Maria ne serait plus avérée. D'ailleurs, il faut savoir que Armando Villalobos, le procureur de district qui a poursuivi l'affaire de Melissa,
purge actuellement une peine de 13 ans de prison pour corruption et extorsion. On va apprendre qu'entre 2006 et 2012, il avait accepté plus de 100 000 $ de pots de vin en échange d'une influence sur ses décisions en tant que procureur de district. Donc selon moi, rien que ça devrait suffire à réouvrir un nouveau procès. Aujourd'hui, les avocats de Melissa reconnaissent qu'il y a encore un long chemin à parcourir, mais ils restent assez positifs et pensent que peut-être il y aura un nouveau procès qui s'ouvrira prochainement. Melissa elle-même s'est aussi exprimée récemment et a dit « Je savais que ce dont j'étais accusée de faire n'était pas vrai. Mes enfants ont toujours été mon monde et même si mes choix de vie n'étaient pas bons, je n'aurais jamais blessé aucun de mes enfants de cette manière. Je remercie Dieu pour ma vie. J'ai toujours eu confiance en lui. Je suis reconnaissante que la Cour m'ait donné la chance de vivre et de prouver mon innocence. » Aujourd'hui, on est dans l'attente de ce nouveau procès, on espère que ça va arriver, mais il faut savoir que l'opinion publique est vraiment en faveur de Melissa. D'ailleurs, récemment, Kim Kardashian a déclaré qu'elle soutenait Melissa. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Si vous voulez mon avis, alors c'est vrai que Melissa a sans doute négligé ses enfants, elle a sans doute négligé Maria, elle avait aussi son lot de problèmes, elle était une ancienne accro à la cocaïne. Bon, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de faire autant d'enfants? Je ne pense pas. Est-ce qu'on lui a aussi donné les clés et expliqué certaines méthodes de contraception? Je ne sais pas non plus, parce qu'on pense que tout le monde est au courant que la contraception existe et est facile à se procurer, mais en vrai, c'est pas du tout le cas. Et beaucoup de gens, parfois un peu reclus, qui n'ont pas autant accès à la connaissance, ne savent pas forcément et donc ils font beaucoup d'enfants parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Donc je pense que ça aurait dû être exploré aussi. Mais dans tous les cas, je n'ai pas l'impression que Melissa ait vraiment battu ses enfants. En tout cas, c'est pas vraiment le profil. Peut-être que Robert, oui, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, Melissa, c'est sûr, selon moi, elle est coupable de négligence. Après, est-ce qu'elle mérite vraiment la peine de mort pour ça? Moi, de base, je suis contre la peine de mort. Mais dans tous les cas, je pense qu'elle ne méritait pas la peine de mort pour ça. Peut-être la prison à vie, oui, ou peut-être lui donner des contraceptifs, lui retirer ses enfants, les mettre dans un lieu sûr. Peut-être qu'elle voit un psychologue, mais là, juste la mettre dans le couloir de la mort, dans tous les cas, je pense qu'elle mérite un nouveau procès, c'est obligatoire. On ne peut pas risquer une erreur judiciaire de cette envergure. Mais ça ne reste que mon avis, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse énormément. Tout ça dans la bienveillance des avis de tout le monde, c'est important. Mais voilà, en tout cas c'est comme ça que se termine la vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!